Excellente rentrée à tous. On vit quand même une époque très intéressante sur le plan philosophique, économique et politique. Sur le plan philosophique, on vit l'époque de la fausse monnaie. La planche à billets tourne, on a des monnaies fiduciaires comme le dollar ou l'euro, dont les planches n'ont fait que tourner depuis des décennies et qui maintiennent une valeur par une sorte de consensus artificiel. Et dans une époque où vous pouvez endetter un pays de milliers de milliards sans conséquences immédiates, les conséquences finissent toujours par arriver. Une des conséquences historiques de ce genre de pratique fut la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, dans un monde comme celui-là, où vous pouvez imprimer des bouts de papier avec marqué « cela vaut tant dessus alors que cela ne les vaut plus », et les Américains ont cessé d'imprimer et de publier leurs indices de masse monétaire depuis qu'ils ont envahi l'Irak illégalement. Eh bien, dans une civilisation comme celle-là, nécessairement, après le pouvoir monétaire, c'est le pouvoir qui lui est immédiatement subordonné qui va suivre, et le pouvoir qui est immédiatement subordonné au pouvoir monétaire, c'est bien sûr le pouvoir médiatique. Donc dans une civilisation qui imprime beaucoup de billets qui en réalité ne valent plus rien, et qui maintiennent leur valeur par une sorte de consensus très fragile, eh bien vous avez aussi nécessairement une inflation médiatique, et une inflation de la fausse nouvelle. Et donc, j'ai l'opportunité de vous parler de ça dans cette vidéo parce que, vous savez, quand on rencontre un peu de succès, on tire toujours une carte ennemie. Et moi, j'ai pas eu de chance, en tout cas pour mon prestige personnel, j'ai tiré les frères Dalton. J'ai pas tiré les couteaux les plus affûtés du tiroir, de la cuisine. Et bon, énième blitz médiatique de rentrée contre moi, mais c'est vraiment un sujet intéressant. On peut en faire une étude de cas, et je vais même dire une masterclass, parce que c'est un sujet qui est d'intérêt public, fondamentalement. L'inflation des fake news, le blanchiment de fausses informations, et puis les méthodes de ciblage, le terrorisme intellectuel. Vous avez connu ça pour Raoult, hein. J'ai vraiment passé 4 ans à défendre Didier Raoult parce que je savais exactement comment procédaient ces personnages, et ces systèmes, ces officines, et parfois même ces titres de presse, l'ex-presse, avec un tiret comme vous le savez, et c'est pas moi qui l'appelle comme ça, ce sont ces anciens journalistes syndiqués qui l'ont fui depuis parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne faisaient plus de la presse. Mais fondamentalement, il fallait ouvrir là-dessus parce que c'est un sujet de société absolument fascinant. Alors, je vous donne évidemment le cas particulier qui nous occupe, et qui va, désolé pour elle, mais nécessairement on va devoir parler du passé criminel, des dossiers criminels de l'école polytechnique. Il va falloir le faire parce qu'ici, en fait, on est une vraie chaîne de journalisme et donc on respecte le droit du public à connaître la vérité. Et on ne cherche pas à l'intimider ou à le terroriser intellectuellement. C'est pas trop l'ambiance de la maison. Alors, le dossier, qu'est-ce que c'est? Depuis 6 ans, vous avez l'école polytechnique qui a prétendu, très officiellement sur Twitter, que je n'avais jamais foutu les pieds chez eux. Et que je n'avais donc évidemment pas de doctorat chez eux. Ça a amené tout un tas de gens, certains bien intentionnés, qui n'ont pas forcément le temps de vérifier les informations, ou en tout cas qui prennent des sources qui sont polluées, et là ça arrive, vous savez, la pollution de l'eau, la pollution de la presse, c'est la même chose. D'ailleurs, il faudrait appliquer évidemment une loi pollueur-payeur, et c'est ce que François préconise, hein. François qui a fait condamner le journal Le Monde spécifiquement pour dénigrement. Ils ont eu gain de cause devant le tribunal commercial. Au passage, quelqu'un qui m'attaque énormément est assigné devant un vrai juge le 7 septembre. Et ça, c'est une vraie info, c'est un vrai fait, c'est pas quelque chose qui est complètement inventé comme le sujet qui nous occupe. Alors donc, depuis un peu plus de 6 ans, Polytechnique disait que j'avais jamais foutu les pieds chez eux. Et ça a amené beaucoup de gens à se dire, Idriss, il a menti sur son CV, puisqu'il déclare être docteur de l'école Polytechnique, ce que je suis, et Polytechnique dit non, il a jamais foutu les pieds chez nous. Alors à l'époque, j'ai pas attaqué en diffamation, certes c'était une bêtise, mais vous savez, ça met 5 ans à être instruit, puis surtout vous avez 3 mois de prescription. Au bout de 3 mois, si vous n'attaquez pas, si vous sortez pas 5 000 €, c'est à peu près ce que ça coûte en général, plus votre temps personnel, eh bien ça passe. Mais bon, entre-temps, j'ai attaqué pour faux en écriture publique, là c'est plus sérieux quand même, là c'est la cour d'assises. La cour d'assises, c'est la cour qui juge les terroristes, pour vous donner une idée. On en est là, et puis là aussi on va y revenir. Mais donc, pendant plus de 6 ans, Polytechnique dit Berkane, il n'a pas sa thèse de Polytechnique. Parce qu'il a jamais foutu les pieds chez lui. Alors, c'était complètement faux, hein. Je l'ai dit et répété. J'avais bien ma carte d'étudiant de l'école Polytechnique, alors ça a valeur légale, hein. Beaucoup de gens disent « Ah oui, c'est juste une carte d'étudiant ». Non, ça marche pas comme ça a une valeur bien entendu juridique. J'y avais payé mes frais d'inscription, j'avais été sélectionné par l'école doctorale qui s'appelle l'EDX, dont j'avais reçu les certificats d'inscription, et enfin, j'étais inscrit sur l'annuaire des anciens élèves. Donc c'était vraiment du mensonge total, décomplexé.
Et ça nous ramène d'ailleurs au fait que malheureusement, la France, en tout cas la République, n'a pas aboli les privilèges, elle les a simplement redistribués par concours. Et que du coup, on continue à avoir un système de caste au XXIe siècle, et qu'il était grand temps que cela cesse ça. Donc je suis content d'avoir participé au fait de mettre des petits taquets à certaines castes un peu odieuses, et malheureusement bien plus odieuses que ce cas particulier d'avoir dit, bon, il n'a pas sa thèse de Polytechnique, alors qu'en fait, bien entendu, je l'avais. C'était mon 3e doctorat, j'ai passé plus de 6 ans et demi à les passer, pas 2 ou 3 comme certains l'ont dit, bon, tout ça c'est des détails. Maintenant, le blitz médiatique de la rentrée, c'était d'inventer une fausse affaire de plagiat, alors qui est légalement bidon de bout en bout, qui est sur le fond fausse de bout en bout. Et comme, en l'occurrence, ces personnages rocambolesques, vous savez, hein, ceux que Didier Raoult appellerait les pieds nickelés, les pieds nickelés dans le cas de Didier Raoult, c'est quand même ceux qui avaient fait un faux article pour dire que l'hydroxychloroquine tuait 10% des gens, hein, ça veut dire qu'elle aurait été responsable de 200 millions de morts. La presse avait repris ça sans broncher, hein. Entre-temps, hop, l'article avait été retiré, mais ça vous montre un petit peu, hélas, le niveau de déontologie qu'on peut atteindre dans certains milieux. Je le déplore, je veux surtout pas m'y associer, chacun est responsable de ses actes. Donc, après un peu plus de 6 ans et demi où Polytechnique a dit que j'avais pas cette thèse, eh ben, il s'attendait, après avoir fait un tweet en 2017 en l'occurrence, à ce que je baisse les yeux. Alors bon, faire baisser les yeux à Idriss Aberkane, bon courage les amis. Hein. Je sais pas, c'est pas le lâche qui peut intimider le courageux. Enfin je sais pas, réfléchissez un peu avant de faire ce genre de calcul. C'est pas intelligent de votre part. Et c'est là que j'en reviens au fait que j'ai vraiment tiré la carte Joe Dalton, j'y peux rien. Ou plutôt même Avrel Dalton, plutôt le grand bête qui pense qu'à bouffer, parce que honnêtement, je comprends pas comment mes ennemis peuvent se suicider comme ça. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et moi je fais ce que je fais. Donc après avoir dit, pendant plus de 6 ans, que j'avais jamais ce doctorat, moi j'ai simplement mis sur Twitter un taquin, j'ai rappelé mon titre docteur de l'école polytechnique. Et ça les a enragés, cette casse déliquescente. Vous savez, on a l'impression de retrouver les poudrées de l'ancien régime avec la mouche. Là. C'est vraiment... bon, cette casse déliquescente, chaque jour que Dieu faisait... ça lui faisait faire des nœuds de marin à l'estomac, et moi évidemment ça me donnait un très grand sourire. Alors, faisant fi de leur déclaration précédente, ils ont tenté de trouver à peu près tous les moyens possibles et imaginables pour me retirer ce doctorat, pour qu'on ne puisse pas dire il y a un Idriss Aberkane qui est docteur de l'école polytechnique, vous comprenez que ce prénom et ce patronyme les agaçaient au plus haut point, et qu'il fallait bien entendu retirer ce doctorat de la discorde. Alors comme ils y sont pas parvenus, ils ont inventé une fausse affaire de plagiat. Alors je vais vous répondre immédiatement sur le fond, elle est complètement bidon, sur la forme aussi d'ailleurs, aucune des formes n'ont été respectées. Vous savez quand même dans le code de l'éducation, il y a des dispositions très précises pour le plagiat, hein. Vous avez des commissions qui doivent être réunies d'une certaine façon, et le président d'université aussi est responsable pénalement. Enfin, vous avez vraiment une procédure précise, régie par le code de l'éducation, qui a été complètement violée, bafouée en réunion. Dans ce cas-là, vous allez me dire, ah oui, mais bon, la procédure, très bien, mais qu'en est-il du fond ? Alors, le plagiat, bon, dans le sens pénal, c'est une contrefaçon, ça peut être assez grave si on veut assez loin. Mais bon, ça suppose que vous citiez pas vos sources, par exemple. Hein. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé dans ma thèse, qui est disponible en ligne, bien entendu. Vous avez un chapitre matériel et méthode, et comme c'est du logiciel, et qu'on a essayé de coupler 2 sources, vous avez une source qui est ouverte mais qui change tout le temps, et vous avez une source qui est fermée et qui ne change pas, eh bien, l'idée était de montrer comment on était parvenu à notre résultat. Je vous la fais courte, le résultat, c'était présenter un navigateur internet qui s'appelle Chromium dans un monde en 3D. Et le moteur 3D, en l'occurrence, était donc de source fermée, et Chromium est de source ouverte. Et donc, il fallait présenter une documentation technique à date, la reproduire, en entier évidemment, la moindre ligne. Moi, honnêtement, je suis pas du tout un spécialiste de Chromium, c'était pas le sujet. Moi, j'étais juste là pour dire, je pense qu'il faut prendre ça. Mais alors là, Chromium, ce n'est pas mon sujet. Donc il faut reproduire toute la documentation technique. Et évidemment, dans les sections matériel et méthode, vous avez plein d'articles qui reproduisent des documentations techniques. Vous donnez la source, ce qui fut évidemment fait, ça va de soi. Et vous dites, voilà, il y a un bout qui vient du Chromium Embedded Framework, il y a un petit bout qui va venir d'autre chose, ce n'était pas mon sujet, je suis même pas l'auteur de cette section, et voilà. Et donc concrètement, c'est ce chapitre de ma thèse dont ils prétendent qu'il est plagié. Alors, bon, encore une fois, sur le fond,
ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, Paris-Saclay, qui est la seule autorité de tutelle aujourd'hui de Polytechnique, a classé ça sans suite. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, je me laisse pas marcher sur les pieds. Donc, quand ils ont commencé à lancer des rumeurs de plagiat, eh bien, j'ai envoyé un avocat, j'ai dit, j'aimerais voir les documents, s'il vous plaît, parce qu'eux, ils refusaient de me les donner. Ils disaient, oui, on va instruire, mais alors vous verrez rien. Vous savez, ça c'est typique, c'est vrai, quand on instruit, quand on essaie de rendre justice, c'est assez typique, en effet, que la partie mise en cause, et j'étais même pas mise en cause, puisque sur le plan légal, il n'y a rien, eh bien, ne puisse même pas consulter les documents. Mais donc, je ne pouvais pas les consulter. Donc, j'ai envoyé une lettre d'avocat à Paris-Saclay. Et Paris-Saclay m'a répondu, non, il n'y a aucune enquête contre vous, en fait. Donc ça signifie, en fait, sans suite. Hein. C'est l'équivalent d'un classement sans suite. On n'est même pas dans un jugement, on n'est même pas dans le civil, évidemment pas dans le pénal, où j'envoie Polytechnique moi-même, parce que là, on est quand même plus sérieux. Mais non, on est vraiment dans Saclay qui a dit rien, il n'y a rien, parce qu'en fait, reproduire une documentation technique pour garantir la reproductibilité du résultat en citant la source et en indiquant bien que c'est une documentation technique, c'est pas un plagiat. D'ailleurs, je veux pas vous saouler avec ça, donc autant vous donner des informations qui pourront vous être utiles. En matière philosophique, mais aussi légale, quand on essaie d'établir la culpabilité de quelqu'un, il y a un élément fondamental, c'est ce qu'on appelle le mens rea. Par exemple, aux États-Unis, vous savez, il y a le droit de port d'armes, et donc vous pouvez avoir à vous défendre. Et quand on essaie de savoir si quelqu'un a tué son assaillant vraiment par volonté de tuer ou par volonté de se défendre, on essaie d'établir son mens rea, c'est-à-dire sa culpabilité dans l'esprit, c'est-à-dire son intention. Bon, le mens rea de plagiat, quand on cite sa source, et que c'est dans un chapitre matériel et méthode, bon courage, bon courage. Donc voilà, bon ça c'est la situation, ça c'est le fond. Maintenant on peut parler de la forme 2 secondes. Et malheureusement, ça va nous amener sur les dossiers noirs de l'école polytechnique. Parce qu'il faut comprendre un truc. En réalité, donc on a un blitz médiatique. Alors un blitz médiatique, c'est quoi? Vous avez une attaque dans la presse, ensuite vous avez certains autres journaux qui sont obligés de la reprendre. Alors, il y en a, c'est de bonne foi. Ils font ce qu'on appelle du FOMO, Fear of Missing Out. Ça existe en bourse, vous savez, vous voyez qu'une action monte, vous dites il faut que je l'achète. La presse aujourd'hui, qui va très mal, on le voit bien. Vous avez plein de journaux qui sont à 2 doigts de la faillite. Vous avez le groupe Altis qui est dans une situation désastreuse. Oh tiens, bizarrement, c'est un titre du groupe Altis qui m'a attaqué. Bon, il n'y a forcément aucun lien. Moi, je pense que c'est une coïncidence. Mais bon, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Eh bien, la presse a besoin. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc, il faut en parler, quoi. Sans forcément faire de recherche. Les recherches, on n'a pas que ça à foutre non plus. Hein. Ça, c'est le journaliste d'investigation, c'est la vraie presse. Parce qu'évidemment, s'ils avaient fait leurs recherches, ils n'auraient pas forcément publié ce genre de fausses informations. Au passage, oui, je vais être obligé de les attaquer en diffamation. Je vais être très honnête avec vous, ça me gonfle, ça coûte une blinde, ça prend 5 ans. Mais je suis obligé de le faire, donc je vais le faire. Bon, parenthèse fermée. Donc, pour certains, on va dire que c'est de la bonne foi, c'est du fear of missing out, faut en parler. Pour d'autres, c'est de la pure désinformation, c'est-à-dire ils savent très bien que ce qu'ils écrivent est faux, mais il faut y aller, quoi. Je veux dire, quand on doit faire du terrorisme intellectuel, au bout d'un moment, il faut aller jusqu'au bout. Alors, maintenant, si l'enquête avait été faite, alors évidemment, là, ça aurait passablement accablé Polytechnique, et tôt ou tard, c'est ce qui va se passer, puisque leur dossier est entre les mains de la justice. Et là, je vous parle encore une fois de la cour d'assises, la cour qui juge les terroristes. Pas les terroristes intellectuels, les terroristes avec des bombes, les gens qui tuent des dizaines ou des centaines d'innocents. La même cour qui va juger les terroristes est la cour qui va être saisie pour ce dossier. Parce qu'en fait, le faux en écriture publique, c'est grave, hein, par des fonctionnaires en exercice, c'est très 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 grave. Et la cour d'assises est typiquement là pour en juger. Alors, pourquoi faux en écriture publique? On a donc en fait le retraité qui m'attaque, parce qu'il est littéralement retraité. D'ailleurs, Polytechnique a attendu qu'il soit à la retraite pour le laisser dire ses conneries dans la presse. C'était une bonne stratégie de leur part, je vais leur reconnaître ça. Bon, lui, il est pas très fut-fut, j'avais repéré ça depuis le début, mais en l'occurrence, de la part de Polytechnique, c'est plutôt intelligent, parce que ça signifie que ce personnage n'est pas le porte-parole de l'école Polytechnique. Et c'est sans doute mieux pour eux, parce que du coup, ça va faire de lui le suspect numéro 1 dans le procès en cour d'assises. Mais bon, ça, tant pis pour lui. Je veux dire, on passe sa retraite comme on veut. Et donc, ce personnage, m'a écrit un mail un jour en me disant qu'il était président d'une commission d'éthique qui n'existait pas. Qui n'existait vraiment pas. C'est une commission d'éthique, c'est encadré, vous avez des actes, journal officiel, etc. Puis pendant plus d'1 an, le type, il se fait passer pour président d'une commission d'éthique qui n'existe pas, qui n'a jamais été encadrée, qui n'a jamais été créée. Et ça, c'est un tout petit peu de l'usurpation, voire de l'escroquerie et de l'abus de confiance. On verra très bien comment les juges de la cour d'assises vont juger tout ça. Mais ce type, il dit « Ah oui, je pense que vous avez plagié votre thèse. » Oui, très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Seulement, dès que vous aurez une qualification officielle, on pourra y envisager de se parler. Puis surtout, quand vous aurez reconnu qu'après avoir dit pendant plus de 6 ans et demi que j'avais jamais fait ma thèse chez vous, en fait, je l'ai bien faite chez vous, parce que ça me semble être une condition préalable à la discussion entre nous. Et puis l'usurpation a continué. Alors, ce qui est très marrant, c'est que cette fameuse commission d'éthique, donc qui n'a aucun pouvoir judiciaire, qui n'a aucune base légale aujourd'hui, elle est réellement créée le jour
où elle prétend statuer sur le pseudo-plagiat de ma thèse. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire le jour même, elle est créée, et sa première décision, c'est de dire ouais, on pense que citer une documentation technique en donnant la source, ça s'appelle du plagiat, c'est-à-dire la mens rea est avérée. Hein. Il y a bien une tentative de faire passer cette documentation technique avec sa source, avec son intitulé, et même là où on peut la trouver, pour quelque chose de personnel, oui, évidemment, tout à fait. Et alors là, c'est très marrant. Pourquoi? Parce que Polytechnique, ils avaient besoin d'un comité d'éthique, ça je vous le confirme. Ils en avaient besoin. Parce que les cadavres dans le placard de l'école Polytechnique, c'est du sérieux. Là, on vous parle d'affaires de viol, on vous parle d'affaires de harcèlement sexuel, on vous parle d'affaires de détournement d'argent public, pour des centaines de milliers d'euros, en fait même plus d'1 million d'euros. On vous parle, et c'est un journal précis, et je vous cite même l'intitulé précis de l'URL de cet article, on vous parle d'étudiants qui font des cérémonies en cagoule du Ku Klux Klan. Je cite l'URL de l'article. Donc, je vous dis quand même, vous avez des scandales de harcèlement sexuel à l'école Polytechnique, plusieurs enquêtes ouvertes, dont pour viol. Plein de journaux en ont parlé, plein de journaux ont fait l'investigation, on dit bon là quand même, ce système de caste en France ça va plus, enfin je veux dire c'est pas parce que vous êtes ingénieur que vous avez le droit de harceler sexuellement et de violer des gens, c'est pas possible, vous comprenez. Et au bout d'un moment, donc vous avez d'autres articles qui ont parlé de ces cérémonies, et j'insiste, l'URL disait des cagoules du Ku Klux Klan, enfin ça s'invente pas. Et pendant toute cette période, il n'y avait pas de comité d'éthique. C'est-à-dire que quand on a rapporté des viols à Polytechnique, Polytechnique s'est dit, pas besoin de créer un comité d'éthique. C'est vrai, le viol, c'est pas un problème éthique, je suis bien d'accord. Quand il y a eu un problème de détournement de plus d'1 million d'euros dans un laboratoire de l'école Polytechnique, Polytechnique s'est dit, pas la peine de créer une comité d'éthique. Enfin, je veux dire, détourner 1 million d'euros d'argent du contribuable, c'est pas, de toute évidence, quelque chose qui nécessite un comité d'éthique. Quand vous avez eu, il a été rapporté par plusieurs journaux, qu'une étudiante sur 5, au minimum, une étudiante sur 5, 20%, rapportait avoir été victime de harcèlement sexuel sur le campus de l'école Polytechnique. Ah bah non, il n'y a pas besoin de créer un comité d'éthique. Bien sûr que non. Et donc, quand vous avez un canard qui rapporte dans son URL que des étudiants s'amusent à faire des cérémonies charmantes en cagoule du Ku Klux Klan, là, pas la peine non plus, de toute évidence, de créer un comité d'éthique. Mais par contre, citer une documentation technique dans un des derniers chapitres d'une thèse, en citant bien entendu la source, ça il faut tout de suite faire c'est tellement d'ailleurs évident que le jour même de la création officielle de cette commission d'éthique qui a prétendu exister pendant 1 an et demi, mais qui n'a été officialisée que le jour même de sa décision, ce qui d'ailleurs dénote bien d'une démarche tout à fait brillante, enfin il faut être à mon avis très solide sur ses appuis pour pouvoir statuer comme ça en une journée, là oui, ça valait le coup de créer une commission d'éthique. Donc déjà, pour que vous voyez le niveau de pantalonnade du truc, quoi, ça me fait évidemment passablement marrer, parce que sur le plan légal, il n'y a rien. Vous avez certains journalistes qui n'y connaissaient rien, qui se sont laissés avoir, c'est comme ça, je veux dire, je peux pas faire leur devoir à leur place, je suis pas responsable de leur niveau de compréhension. Vous en avez d'autres, de toute évidence, un qui s'est humilié tout seul contre moi en m'interdisant, d'ailleurs en prétendant m'interdire de publier l'interview que j'avais faite de lui. Voilà, vous connaissez l'histoire. Hein. Il avait envoyé une lettre d'avocat à l'époque, il prétendait que la publication de cette interview atteignait à sa vie privée. Vous vous rendez compte de ça? Évidemment, ça n'avait pas eu aucune base légale. Mon avocat lui avait fait un sacré bras d'honneur, en tout cas sur le plan de la démarche, et ça a été publié par François. C'était une déculottée monumentale, ça démontrait à quel point ce journaliste, en l'occurrence, se préoccupait pas de la vérité, était en conflit d'intérêt total, tout. Et donc, lui, effectivement, je pense qu'il pouvait avoir quelques motivations personnelles. Cela dit, pareil, je l'assigne 2 fois en diffamation. Et vous savez, c'est la loi de Brandolini. Publier de la bullshit, ça prend 1 heure. Débunker la bullshit, ça prend 100 heures. Diffamer quelqu'un, ça prend 5 minutes. L'avoir en diffamation, la signer en diffamation, les tribunaux français sont saturés, c'est la 17e chambre correctionnelle, ça prend pas 5 minutes, ça prend 5 ans. Donc malheureusement, la diffamation en France, elle est régie par une loi, 1881, donc ça vous dit tout, 1881, ça veut dire avant la radio, avant le cinéma, avant la télé et certainement avant les réseaux sociaux. Et donc cette loi, évidemment, et avec la pénurie de juges qu'il y a en France aujourd'hui, fait que vous passez pas avant 5 ans. Sauf si vous faites tout vous-même, c'est-à-dire vous faites une citation directe, ça va vous coûter autour de 25 000 € par pièce. Et là, si vous avez fait la moindre erreur de procédure, c'est classé. Voilà. Donc, c'est pas la chose qu'il faut faire en général. Mais oui, j'ai bien porté plainte 2 fois contre l'Express en diffamation.
Le directeur de la publication de l'Express, Alain Veil, a déjà été condamné en diffamation pour des faits qui frisaient l'incitation à la haine raciale. On parle quand même du fait qu'il avait écrit que le maire de Goussainville était fiché S, donc pour moi quand même ça frise l'incitation à la haine raciale, et c'est ce que j'aurais plaidé d'ailleurs, parce que le maire de Goussainville est musulman, il est forcément fiché S, c'est quelque chose qui me semble d'assez mauvais goût. Eh bien, mes plaintes en diffamation contre Alain Veil, et c'est mignon, dans le sens moi moche et méchant, eh bien, l'ont de toute évidence encouragé à cesser d'être le directeur de la publication pour plus s'exposer aux conséquences juridiques de son torchon. Mais bon, c'est ma contribution à un assainissement du paysage de la presse française. Donc voilà, la situation c'est ça, c'est qu'on a une école qui a eu des affaires de viol, de harcèlement sexuel, de détournement d'argent public, et d'étudiants, je recite l'URL de l'article qui en parle, qui font des cérémonies avec des cagoules du Ku Klux Klan. Ah, j'ai oublié de vous dire, ça s'expliquait en disant, ah oui, il y a un code d'honneur, hein, et c'est évite de parler de nos traditions à l'extérieur. Je vous jure, ça fait partie des textes officiels à Polytechnique, évite de parler de nos traditions. Ah oui, c'est clair que ça, il y a certaines traditions, tout le monde ne peut pas les comprendre. Hein. Moi, en tout cas, je ne les comprends pas forcément. Donc, bon, voilà, une école qui a fait tout ça sans créer de commission d'éthique, a décidé d'en créer une pour moi, après avoir dit pendant 6 ans et demi que j'avais jamais fait ma thèse chez eux. Bon, je vous laisse juger du coup, du sérieux de la situation. Et moi, le tribunal médiatique m'indiffère complètement. J'ai déposé des plaintes, notamment une pour faux en écriture publique, un crime passible de la cour d'assises. Donc quand je vous disais, oui, les dossiers criminels de l'école polytechnique, le mot criminel était bien choisi. Faux en écriture publique, viol, c'est plus des crimes, ça. C'est pas, voilà, c'est pas des trucs d'opinion, etc. Donc voilà dans l'ensemble. Alors, j'ai évidemment quelques réflexions à faire là-dessus, c'est-à-dire... Pourquoi c'est débile de la part de mes ennemis de se suicider comme ça? Moi, je veux bien avoir des ennemis, enfin, c'est même pas je veux bien, c'est j'en veux. J'aurais aucune importance si j'avais pas d'ennemis. Il faut être extrêmement clair là-dessus. On peut donner toutes les nuances que l'on veut à cette phrase. Il y a Churchill qui a dit « Vous avez des ennemis, c'est bien, ça prouve que vous avez fait quelque chose dans votre vie ». Clémenceau, qui était le maître rhétorique de Churchill, avait dit « Soyez fiers d'avoir des ennemis ». Sinon, vous n'auriez rien fait. Enfin, ça prouve que vous n'auriez rien fait si vous n'en aviez pas. Et puis, tous mes héros ont eu des ennemis. Vous avez Richard Francis Burton, vous avez Martin Luther King, qui a été accusé de plagiat. Martin Luther King, on l'a accusé de plagier sa thèse aussi. On l'a accusé de viol aussi. Le FBI a essayé de provoquer son suicide en publiant, je crois, ses ébats avec une maîtresse. Enfin, c'est allé assez loin. Et le FBI lui a envoyé des lettres anonymes en publiant ses ébats, puis donc a participé à propager la fausse nouvelle que Martin Luther King Jr. avait plagié sa thèse. Donc je suis en excellente compagnie, fondamentalement. Pareil pour Richard Francis Burton, on l'a accusé de plagiat aussi, tout à fait, parler 29 langues, découvert les sources du Nil, enfin explorer les sources du Nil. Oui, on l'a accusé de plagiat. Écoutez, vous pouvez voir ça de plein de façons. Si vous êtes matérialiste, vous pouvez voir que je me réjouis de marcher dans les pas de mes héros, et que je me réjouis, bien entendu, du niveau 0, pour préserver le jeu de mots, de mes ennemis. Mais si vous voulez avoir un niveau un peu plus spirituel, chez les soufis, c'est très bien documenté tout ça. Vous avez typiquement les malamatis, la voie du blâme, les malamatis. Et ça, c'est une voie spirituelle soufie dans laquelle vous cherchez à être blâmé par les lâches, fondamentalement, par les lâches, par la Ligue de l'Humanité. Vous cherchez leur blâme. Alors la Ligue de l'Humanité, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas forcément la Légion d'honneur, ou qu'elle n'est pas forcément représentée. Ah tenez, ce en parlant de quoi? Ce qui n'a pas nécessité de comité d'éthique non plus, c'est que pendant une certaine période, trop longue, l'école polytechnique a eu comme président un baron de l'affaire du sang contaminé, monsieur Jacques Biot, qui n'avait pas de doctorat d'ailleurs. Ah oui, ça, il risque pas de prendre des accusations de plagiat, c'est sûr. Et Jacques Biot, baron de l'affaire du sang contaminé, c'est lui qui avait recommandé à Fabius une gestion astucieuse du calendrier pour ne pas tester les poches de sang trop vite. Il y avait des tests Abbott, en l'occurrence, qui étaient sortis pour tester le VIH dans les poches de sang. Et au lieu de dire à Laurent Fabius, vite, monsieur le Premier ministre, il faut tester ses poches immédiatement pour pas risquer d'injecter le VIH à des patients sains, ou hémophiles, mais en tout cas qui n'ont pas demandé ça, ça serait bien de tester les poches tout de suite. Non, monsieur le Premier ministre, ça serait mieux de tester les poches beaucoup plus tard pour favoriser des tests français si possible. Et il avait appelé ça, je cite, une gestion astucieuse du calendrier. Et mettre ce phénomène vivant, qui aujourd'hui travaille pour la Chine, il travaille pour Huawei, donc c'est vraiment un serviteur de l'État jusqu'au bout. Mettre ce phénomène, disais-je, à la tête de Polytechnique, ça non plus, ça n'a pas nécessité la moindre commission d'éthique. Mais bon, à partir du moment où le viol n'en a pas nécessité, le harcèlement sexuel n'en a pas nécessité, et les cagoules du Ku Klux Klan, je recite l'URL de l'article, n'en ont pas nécessité, j'imagine bien que nommer un baron du sang contaminé, c'est plutôt la loi des séries, c'est can't flush royal. Et honnêtement, je vais même finir un peu là-dessus sur cet aspect-là.
j'ai pas envie que l'école polytechnique dise du bien de moi. Je crois que maintenant on est assez clair avec ça, c'est-à-dire j'ai bien mis sur ma biographie Twitter docteur de l'école polytechnique pour bien leur rappeler qu'ils n'ont pas affaire aux petits lâches de base auxquels ils peuvent avoir affaire d'habitude, et que, en l'occurrence, en ce qui me concerne, me faire baisser les yeux, ça va être très compliqué pour eux. Mais c'était tout, c'était certainement pas pour m'associer à leur connerie, il faut être clair avec ça. Donc, je veux dire, je veux pas que des gens qui ont des scandales de détournement de fonds publics, de viol, de harcèlement sexuel, des problèmes déontologiques graves avec l'affaire du sang contaminé et qui font des cérémonies en cagoule du Ku Klux Klan disent la moindre chose positive de moi. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. Pourquoi c'est débile donc? Parce que, nécessairement, ça va faire de moi quelqu'un d'important. Et là, c'est là que vous êtes très bête. Et là, je parle à mes ennemis, bien sûr. Mais si je parlais à mes amis, pour commencer, en 2016, vous savez, j'ai publié sur mon site une page que j'ai appelée Pour mes amis, dans laquelle j'ai donné la photocopie de tous mes diplômes. Toutes les sources sont là, depuis 2016. Alors évidemment, Wikipédia veut surtout pas en parler, donc vous verrez aucune ligne qui dit en 2016, c'est le seul chercheur de France, le seul, à publier les photocopies de tous ses diplômes, y compris ses relevés de notes. C'est toujours sur mon site aujourd'hui, vous pouvez y aller, idrissaberkane.org, il y a tout dessus. Mais là, bizarrement, mes ennemis vous l'ont jamais dit. Ils n'ont jamais dit, quand même, c'est un move éthique un peu sérieux. C'est-à-dire que normalement, personne n'est obligé de faire ça. Aucune cour vous y oblige. Et puis, personne ne le fait. Moi, je l'ai fait. Donc ça me place déontologiquement au-dessus de tous mes détracteurs. Ça leur fait mal. Et c'est bien pour ça que Wikipédia n'en parle pas, parce qu'il y aurait une dissonance cognitive. Au-delà de ça, vous avez nécessairement le blanchiment de fausses informations, ce phénomène actuel. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des preuves, on crée des sources. C'est plus facile de créer une source qu'une preuve, il faut bien comprendre ça. Avoir force de preuve, c'est difficile. Créer une source, par exemple, j'avais vu dans Didier Raoult, l'Express avait dit de lui qu'il recommandait le Vicks Vaporub contre le Covid. Bon, c'était complètement faux, c'était vraiment un mensonge frontal. Ce qu'avait vraiment dit Didier Raoult, c'était dans les molécules qui sont possédées par Vicks, il y a des molécules intéressantes. C'est ça qu'il avait dit, mais pas Vaporub, vous voyez. Qu'est-ce que l'on attend pour les tester? Si vous n'avez pas l'hydroxychloroquine, je m'en fiche. Mais testez donc l'ivermectine, maintenant la cyclosporine. Il y a un réservoir de molécules. Est-ce que, je ne sais pas, la paraffine dans le nez, ou la vaseline dans le nez qu'on a dans certains produits, je ne sais pas quoi, le Vicks, ils ne payent pas le Vicks, pas de conflit d'intérêt avec eux. Est-ce que ça évite la contamination par les virus dans le nez ou non? Qui le sait, ça? Et il y a un type sur Twitter, alors comment ça se passe le blanchiment de fausses informations? Vous voyez, la vraie information, c'est Raoult, qui est un immense chercheur, a dit, oui, dans la propriété intellectuelle de Vicks, il y a des molécules intéressantes. Ça, c'est ce qu'il a vraiment dit. Maintenant, vous avez un gars sur Twitter qui dit, oh, Raoult recommande le Vaporub. Ensuite, vous avez un mec de l'Express qui va recopier le tweet et qui va faire un article dessus. Et ensuite, comme c'est l'Express, eh bien, ça va être citable sur Wikipédia. Et du coup, ça devient une ligne dans la biographie de Didier Raoult sur Wikipédia. Ça, c'est le blanchiment de fausses informations. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous devez connaître ce phénomène parce que c'est littéralement ce qui est utilisé aujourd'hui dans toutes les tentatives de character assassination contre Didier Raoult, contre le professeur Perron, contre Alexandra Orion-Caude, contre votre serviteur. C'est systématiquement la même méthode. Et vous avez même des agences pour ça. Vous avez Avisa Partners, qui connaît très très bien ce mécanisme en France, qui est très controversé aussi. Vous avez l'Institute for Strategic Dialogue, qui connaît très bien ce mécanisme aussi. Et vous avez fondamentalement la CIA, qui connaît très bien ce mécanisme aussi. Donc, le blanchiment de fausses informations, vous déformez quelque chose, il faut qu'il y ait un fond, vous voyez, il faut qu'il y ait un fond de vérité pour que le gars de base puisse pas trop comprendre la différence. Ensuite, vous en faites un tweet, le tweet va inspirer un blog, si possible c'est bien d'avoir un blog entre les deux, et après vous avez un article dans un journal validé par Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, et ensuite ça devient la page Wikipédia. Donc moi, depuis 2016, pour mes amis, uniquement, pourquoi j'ai dit pour mes amis? Que je savais très bien que mes ennemis verraient jamais cette réalité en face. Je savais très bien que mes ennemis ne rapporteraient jamais cette information loyalement, comme l'impose la charte de Munich quand ils sont journalistes. Bon, les autres ne respectent pas la charte de Munich non plus. Je savais très bien que mes ennemis ne citeraient pas ça. Mais je l'ai fait pour mes amis. Et là, je le fais aussi pour mes amis sur cet aspect-là. C'est-à-dire que leur but, c'est quoi? C'est que vous ayez honte de me citer. Leur but, c'est quoi? C'est que quand vous citiez une de mes conférences, ou un de mes travaux, ou une de mes opinions, ou une de mes démonstrations, eh bien, on dise « Ah quoi, Idriss, celui qui a plagié sa thèse. Mais comment ça? Quelle preuve avez-vous » J'ai pas une preuve, j'ai une source. Une source n'est pas une preuve. La force de preuve, c'est quelque chose d'infiniment plus précieux. Et dans un monde où on fait de la fausse monnaie, un billet de dollar, c'est pas un lingot d'or. Et une source est à la preuve ce que le dollar est au lingot d'or. Il n'y a plus l'or derrière les dollars. Le standard d'or, c'est fini. Eh bien, le standard preuve en presse, c'est fini aussi.
Le standard preuve, c'est terminé. On imprime un billet. Qu'avez-vous comme preuve? Non, on n'a pas besoin de preuves. Il nous suffit d'avoir des sources. Et les sources se substituent aux preuves. Et on peut créer des sources sur à peu près ce qu'on veut. On peut créer des sources qui disent que Didier Raoult a recommandé le Vicks Vaporub contre le Covid. C'est un mensonge. Mais vous avez des sources qui disent ça et elles sont encore d'actualité. Je ne vous dis pas que c'est passé. C'est encore d'actualité. Remplacer les preuves par les sources, c'est une des plus grandes trahisons de la vérité et du droit de la presse et du journalisme. Et aujourd'hui, c'est leur but. Donc leur but est de créer un maximum, non pas de preuves, parce que des preuves, il n'y en a pas, mais de sources. Et ces sources, eh bien, ça va être l'Express, ça va être un blog, ça va être des youtubeurs qui feront du FOMO, qui auront besoin de parler de quelque chose, et qui n'ont pas de thèse eux-mêmes, donc ils ne savent pas trop comment ça se passe, et certains qui sont assignés en justice et qui vont passer pour de vrai devant un tribunal, d'une part le 7 septembre, et puis ensuite au pénal, parce que la personne qui passe le 7 septembre, alors cette personne en l'occurrence, vous la connaissez, c'est ce youtubeur ultra sulfureux qui a essayé de taper sa communauté de 100 000 €, tout de même, en monétisant ses controverses, qui a menti sur une radio, hein, mais frontalement, si on voyait que la vérité ne l'intéressait pas du tout, et qui a vendu des grenouillères pour bébé avec marqué « J'aime la teub ». Voilà, le summum du bon goût, n'est-ce pas? Eh bien, cette personne a aussi un juge d'instruction nommé dans un cas d'association de malfaiteurs. Hein. Simplement, le commercial, c'est aussi un autre volet, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul, et je ferme aussi cette parenthèse-là. Donc, on est dans un monde où on va substituer la preuve par la source, et leur but, c'est de créer un maximum de sources qui diront « Idriss Aberkane, celui qui a plagié sa thèse ». Donc, on est d'accord, hein, ça substitue, ça remplace « celui qui n'avait pas de thèse de Polytechnique, a menti sur son CV parce qu'il a dit qu'il était docteur de Polytechnique alors qu'il ne l'était pas. » Et bien maintenant, si, Polytechnique lui a bien remis cette thèse, d'ailleurs elle prétend le lui enlever, donc la lui enlever, ça prouve bien qu'elle lui a remise. Et en fait, il l'a plagié, voilà, tout à fait, en citant une documentation technique, en reproduisant une documentation technique comme c'est l'usage, et bien entendu, en citant toute la source. Oui, tout à fait, pas de problème. Sans aucune valeur légale et sans avoir respecté les dispositions du Code de l'éducation. Enfin bon, bref, c'est un carnage, mais ça montre bien le niveau d'impunité que ressent cette caste, et il était temps de casser cette caste. Parce que quand vous avez quelqu'un qui baisse pas les yeux comme moi, une caste, sa solidarité, ça lui fait absolument pas peur. Et je pense que c'est un niveau de détermination qui leur a échappé, parce que les gens projettent souvent leur lâcheté sur les autres. Et ils s'attendaient à ce que je fus aussi lâche qu'eux. Heureusement, ce n'est pas le cas. Alors, en conclusion maintenant, là où ils sont très bêtes, c'est que s'ils continuent vraiment... Moi, j'aurais aimé, honnêtement, j'aurais adoré, que ce soit légal. Ils auraient fini par faire de moi un Dreyfus musulman, les tarés. Faut être complètement idiot pour faire ça. Faut être complètement idiot. Parce que ce qui aurait terminé, ça aurait été de faire d'Idriss Aberkane un Dreyfus musulman. C'est ça que vous voulez faire? Vous avez envie de faire ça? Parce qu'en France, il n'y en a pas eu encore. Mais par contre, aux États-Unis, il y a eu un Dreyfus musulman, c'était Mohamed Ali. Est-ce que vous êtes assez taré pour faire ça? Mohamed Ali a été assigné en justice de façon complètement illégale. Et la Cour suprême l'a reconnu parce qu'il s'était opposé à la guerre du Vietnam. Alors d'abord, d'une part, il était du bon côté de l'histoire, parce qu'il avait raison de s'opposer à la guerre du Vietnam. D'autre part, même constitutionnellement, ses droits ont été bafoués. Et il a eu gain de cause. Et ça l'a rendu encore plus légendaire, encore plus célèbre. Alors évidemment, je n'ai pas le quart du 10e, du 20e de l'aura de Mohamed Ali. Mais je vous donne quand même l'idée générale, le côté stupide d'essayer de s'acharner sur quelqu'un quand on n'a pas les munitions pour. Et quand on essaye de faire un passage en force dans la presse, plutôt que de lire le droit. Et ce que disait le droit, c'était que l'autorité légalement responsable avait classé ça sans suite. Et même s'ils essayent maintenant de trouver un kamikaze pour essayer de retourner cette décision, parce que c'est ça l'idée, hein, foutre la pression dans la presse pour qu'il y ait un kamikaze qui doive assumer seul devant la cour d'assises les conséquences de ces conneries. Bon courage aussi pour le trouver. Hein. Mais pour l'instant, le kamikaze, ça a été le retraité qui prétend m'attaquer, et qui n'a plus aucune responsabilité, ni légale, ni morale, ni officielle à l'école polytechnique. Hein. C'est bien pour ça qu'il a tenté cette attaque, pour meubler sa retraite, parce que, bon, s'il avait voulu utiliser le prestige de sa carrière par ailleurs, ça aurait été compliqué. Alors, je comprends que son plus grand achievement dans la vie, ça aurait été de donner comme fausse information à plusieurs journaux des tentatives de m'imputer un plagiat complètement imaginaire. Mais bon, enfin, chacun a les victoires qu'il peut. Hein. Je veux dire... Si à votre retraite, c'est ça votre plus grande victoire, vraiment ravi. Donc, moi, j'aurais aimé que ça aille plus loin, bon sang, parce que là, ça manque de gueule. Ça manque de gueule, un truc sans aucune base juridique. J'aurais aimé que ça soit sérieux. J'aurais aimé qu'ils me reprennent ce diplôme, qu'ils le brisent dans une cérémonie, qu'on fasse ça bien, quoi. Vous voyez, qu'on dise Idriss Aberkane, hein, ce Français, ce Franco-Algérien, ce soufi, ce musulman, on lui a brisé son diplôme. Ça aurait eu de la gueule, ça. Ça aurait eu de la gueule. J'aimerais bien qu'il fasse ça, honnêtement. Limite, j'aimerais trouver une façon pour qu'ils le fassent maintenant, parce que là, ils se sont complètement tiré une balle dans le pied eux-mêmes. Moi, j'aurais voulu trouver
une façon pour eux de le faire, de m'arracher ce diplôme, vraiment, de faire une cérémonie en disant « Ah oui, vraiment, là, à Berkane, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a pas sa place à Polytechnique, ça ne peut pas être docteur de Polytechnique. » J'aurais aimé qu'ils fassent ça. Et je suis vraiment déçu, fondamentalement, qu'ils se soient tellement compromis, ridiculisés, au regard de la justice, au regard du droit, qu'ils aient tellement violé le droit en réunion, qu'ils se soient tellement mis hors la loi, qu'ils ne puissent plus le faire. Je regrette ça, vraiment je le regrette. En conclusion, pour vous et pour vous défendre, quand vous me citez et que quelqu'un, parce que c'est le but de toute cette manœuvre, et que quelqu'un vous dit « Ah oui, celui qui est accusé de plagiat », ou qui a plagié, même qui n'est plus accusé, ça y est, on n'en est plus là, hein, bien sûr, c'est factuel, hein, c'est approuvé. Eh bien, rappelez-vous que le mythomane, vous pouvez le désarmer en quelques questions. Ah bon, il est reconnu coupable de plagiat ? Par quelle cour compétente ? Une cour, pas une commission qui s'est créée le jour même pour juger le jour même et qui n'avait statué ni sur du viol, ni sur du harcèlement sexuel, ni sur du détournement de fonds publics, ni sur des cagoules du Ku Klux Klan. Et cette commission qui n'a aucune valeur juridique, zéro, et dans laquelle même le respect du contradictoire n'a pas été opéré, bah oui, quelle commission ? Posez cette question-là. Devant quelle cour ? En application de quelle loi ? C'est quelle loi qui a été enfreinte ? En application de quelle loi ? Il y a eu contrefaçon, vraiment ? Parce que c'est ça, il n'y avait pas de loi sur le plagiat en France, c'est contrefaçon. Il y a eu contrefaçon, très bien. Ok, quelle loi ? Montrez-moi ça. Et quel juge a tranché ? Parce que moi, des juges, je vais pouvoir vous en donner, hein, parce que oui, j'ai porté plainte contre, alors visant évidemment la personne qui m'attaque, visant l'école polytechnique, ce sera à la cour de décider qui est vraiment responsable. Mais ça, c'est devant la cour d'assises et c'est pour escroquerie, abus de confiance et faux en écriture publique. Et vous serez jugé par les cours qui jugent les terroristes. En conclusion, rappelez-vous toujours la loi de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein a dit « Quand vous utilisez un mètre pour mesurer une table, vous pourriez aussi bien utiliser la table pour mesurer le mètre. » C'est-à-dire que vous avez beaucoup de notes, d'instruments de mesure aujourd'hui. Vous vous rappelez par exemple les AAA dans les actions et les obligations et les produits dérivés de crédit aux États-Unis. Vous aviez des agences de notation qui délivraient des AAA à des obligations ou des titres dérivés de crédit. Et il s'est avéré que ces AAA ne valaient rien. C'est-à-dire que, en l'occurrence, cette note ne valait rien, et c'est l'objet noté qui a permis de noter la note. Et bien ça, il faut toujours s'en rappeler. Quand Polytechnique ment sur moi pendant plus de 6 ans, en disant « il n'a jamais foutu les pieds chez nous », alors qu'en fait ma carte d'étudiant venait bien de chez eux, que j'étais sur l'annuaire des anciens élèves, que j'avais bien réglé mes frais d'inscription chez eux, été inscrit à l'école doctorale de l'X, bon, bah c'est moi qui ai mesuré Polytechnique, c'est certainement pas eux, je veux surtout pas être mesuré par eux. Si je suis mesuré par eux, je veux qu'ils me traitent de tous les noms. Je veux qu'une organisation qui a des scandales de viol, de harcèlement sexuel, de cagoule, du Ku Klux Klan, de détournement de fonds publics à plus d'1 million d'euros, mais je veux qu'elle dise pique-pendre de moi. Enfin, ça va de soi. Pour moi, ce serait gluant, ce serait abominable s'ils disaient du bien de moi, vous imaginez bien. Mais bon, dans cette situation, c'est moi qui les mesure, c'est pas eux. Parce que quand vous utilisez une règle pour mesurer une table, c'est que vous pouvez aussi utiliser la table pour mesurer la règle. Et puis, pour terminer, je voudrais vous raconter une histoire soufie qui correspond parfaitement à la situation. L'histoire de Mullah Nasruddin, maître Nasruddin. Mullah, ça veut juste dire maître. Maître Nasruddin, c'est comme maître Yoda, c'est un grand maître soufi, et on le cite comme exemple dans plein d'histoires du maître soufi archétypique. Et maître Nasruddin est accusé d'hérésie par les grands sages du roi. Alors, les grands sages du roi sont unanimes, ils lui disent « c'est un hérétique ». Alors, évidemment, c'est mieux qu'avec Polytechnique, hein. Il comparait, parce que moi j'ai eu aucun débat contradictoire, rien du tout, j'ai même pas vu le dossier. Bon, ouais. Là, on a maître Nasruddin qui comparait devant le roi, et le roi lui dit « Parle, rapidement ». Pression quand même. Mais bon, au moins il peut se défendre. Et maître Nasruddin dit « J'ai qu'une question à vous poser, votre Altesse. Demandez à tous vos sages ce qu'est le pain. Le pain, ce qu'on mange. » Alors, bon, très bien, ils disent « Mais il est fou, maître Nasruddin, il est fou. » Alors, le premier, c'est un sage qui représente plutôt les armées. Il dit « Le pain, c'est la soutenance, c'est la victoire du royaume, c'est la nécessité du soldat, c'est bon pour son moral, c'est quelque chose de nécessaire. » Le deuxième, c'est plutôt le théologien. Il dit « C'est une bénédiction de Dieu, c'est une représentation de la manne, c'est quelque chose qui nous vient du ciel. » Bon. Le troisième est un agronome. Alors, il dit « C'est quelque chose qui est fabriqué à partir de farine de blé à laquelle on additionne de l'eau et on y met des levures et du sel et ça donne du pain. » Et on passe comme ça à travers tous les sages du royaume qui chacun ont une définition différente du pain. Et Mullah Nasruddin se retourne et dit « Votre Altesse, comment pouvez-vous faire confiance à de telles personnes ? Ils ne savent même pas s'accorder
sur quelque chose qu'ils mangent tous les jours, et pourtant ils sont unanimes pour dire que moi, je suis un hérétique. Eh bien, méditez là-dessus. Comment pouvez-vous faire confiance à ces pseudo-comités à la retraite, à ces agitateurs et ces calomniateurs? Comment pouvez-vous leur faire confiance? Et même à ce comité d'éthique créé juste pour moi. Le jour même, comment pouvez-vous lui faire confiance? Il n'a rien dit pour les viols, il n'a rien dit pour les harcèlements sexuels, il n'a rien dit pour les détournements de fonds, il n'a rien dit quand quelqu'un qui avait recommandé d'attendre pour tester des poches contaminées au VIH et de les inoculer aux braves gens, plus de 5000 morts, bon sang, dans cette affaire. Il n'a rien dit, et il n'a rien dit avec, je cite toujours l'URL de l'article, des cagoules du Ku Klux Klan. Mais il est unanime pour dire que j'ai plagié.